Salut à tous et bienvenue sur CamNews 24, la plateforme de l'actualité mondiale s'installe à présent. Nous allons décortiquer avec vous l'essentiel de l'actualité mondiale. Alors, quels sont les pays qui sont au menu de cette rencontre? Il y a effectivement le Mali, il y a aussi la RCA et d'autres pays. Pour en discuter dans cette émission, notamment, nous avons notre consultant résident, c'est Ghislain Cougan. Ghislain, bonjour. Bienvenue Franck et surtout merci de faire le plaisir de me recevoir sur ce plateau. Alors comme d'habitude, nous allons toujours parler de pays en difficulté, notamment en ouvrant cette émission par la RCA, notamment un pays en proie à une rébellion. Et on avait conclu à un certain moment donné une paix durable, mais les choses semblent aller de mal en pis avec le Séléka qui contre-attaque. Quel est votre point de vue par rapport à cela? Disons simplement que la Séléka qui contre-attaque, c'est parce que les mesures qui ont été dictées dans l'accord de Libreville n'ont pas été suivies de la pratique sur le terrain. Donc le pouvoir de Bangui, en l'occurrence le président Bozizé, n'a pas appliqué à la lettre les observations qui ont été mentionnées dans l'accord de Libreville. Et c'est la raison pour laquelle la Séléka, la rébellion, brandit la menace et est en train de vouloir reprendre les armes pour justement marcher sur Bangui. D'accord, d'accord. Vous en parliez tout à l'heure. Une ville déjà a été conquise il y a quelques minutes. Le Séléka est entré à Damana. Justement, ça montre que finalement, la rébellion comprend que la seule façon d'amener Bozizé à comprendre, à entendre raison, c'est de prendre les armes. Maintenant, il faut voir l'ensemble des implications, ce que cela va induire sur justement l'ensemble des acteurs qui sont appelés à se mouvoir en République centrafricaine, avec notamment la communauté internationale, avec la rébellion, avec aussi l'opposition, parce qu'il y a aussi la société civile en RCA, il y a l'opposition, et maintenant, l'opposition n'est pas d'avis, n'épouse pas les canons choisis par la Séléka pour revendiquer, pour justement mettre à mal le pouvoir de François Bozizé. Alors, il est dit que Bozizé ne respecterait pas les accords conclus. Bien évidemment, puisqu'on se rend compte qu'il y a simplement quelques heures que Bozizé a signé 2 décrets. Le premier décret qui consiste à lever les barrières. Le second décret a justement libéré les prisonniers, qu'ils soient politiques ou prisonniers de guerre. Mais la Séléka estime que les résolutions prises par Bozizé sont prises de manière tardive et que maintenant il est justement question que Bozizé puisse partir. Et comment? Le problème, c'est la façon dont on veut faire partir Bozizé du pouvoir avec justement les armes. Et vous savez, les armes n'ont jamais été une solution pour résoudre pacifiquement et surtout définitivement une crise. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Damana est situé à 75 km non loin justement de la capitale Bangui. Et d'ailleurs, les rebelles ont appelé les populations et les militaires à rester calmes. Est-ce que vous pensez finalement qu'une solution pourrait être trouvée avant que les rebelles n'attaquent Bangui? Je ne pense pas. Vous voyez, l'invite justement de la rébellion aux populations à rester calmes, c'est justement leur demander de ne pas rester calmes. Vous ne pouvez pas, dans une situation aussi confuse, aussi critique, où votre vie est mise en péril, être calme. Maintenant, comme je le précisais, la position de l'opposition est intéressante et de la société civile qui appelle les différents acteurs à discuter davantage, notamment des accords de Libreville. Et vous avez également écouté l'intervention de la communauté internationale du Conseil des Nations Unies qui met en garde justement les rebelles, mais aussi interpelle Bozizé de n'avoir pas appliqué à la lettre l'ensemble des revendications. Donc vous comprenez que finalement, les torts sont partagés. D'une part, la Séléka, qui quand même a le Premier ministre, et il convient de rappeler ceci pour le relever, parce que lorsque vous avez lu un tout petit peu le contenu du message transmis par le Conseil des Nations Unies, justement, à l'encontre de Bozizé ou alors de Bangui, vous comprenez qu'on incrimine les deux parties prenantes. Et la remarque qui est pertinente, M. Dali, dans ce cas, c'est qu'on fait comprendre qu'en fait, c'est le Premier ministre de transition qui est Nicolas Tchangaï qui est élu. Il revient à ce Premier ministre-là de gouverner. Ça veut dire qu'on dit, comme si on légitimait, on disait que voilà, c'est à la Séléka justement de diriger. Et vous savez que Nicolas Tchangaï est le Premier ministre qui est quand même issu de la Séléka. Donc, le Conseil de sécurité fait part de ce qu'il revient au Premier ministre qui a été nommé et donc à Nicolas Tchangaï de gouverner, de gérer le gouvernement d'union nationale. Comme pour dire que Bozizé, franchement, n'a pas grand-chose à faire. Donc, à vous comprendre, Bozizé, pour l'instant, il est out. Tout simplement, il est vraiment mis à mal et je pense qu'il aurait dû coopérer. Mais il faudrait le relever également que
l'une des raisons fondamentales pour lesquelles justement la rébellion, la Sénéca veut marcher sur Bangui, c'est que dans l'accord, il y avait le fait que les troupes sud-africaines devraient quitter Bangui. Or, c'est une mesure qui n'est pas prête d'être appliquée par Bouzizi de peur pour sa sécurité. Parce que si jamais les troupes sud-africaines quittaient Bangui, vous voyez que ces troupes-là laisseraient libre cours finalement à la Sénéca qui, dans cette affaire, n'a pas forcément la confiance de Bouzizi puisque ces deux parties prenantes sont dans une sorte de bras de fer. D'accord, ok. Nous vous remercions, Ghislain, pour cet éclairage. En tout cas, nous partons pour un autre pays, c'est justement le Mali. Le Mali où la guerre pourrait laisser des traces, la fin de la guerre pourrait laisser des traces, notamment pour ce qui est des accusations portées contre l'armée malienne. À ce propos d'ailleurs, le président Diakounda Traoré nous éclaire sur les accusations de la France, notamment pour ce qui concerne les actions commises par l'armée malienne sur les populations et également sur les civils. Mais je peux vous assurer que ni au niveau de l'armée malienne, ni au niveau des populations maliennes, on ne peut parler, à proprement parler, d'exaction. Les représailles ne seront pas tolérées par les autorités maliennes, par le gouvernement malien et par moi-même. Que toute personne qui se rendra coupable d'exaction devra en répondre devant les juridictions maliennes ou devant les juridictions internationales s'il y a lieu. Alors, Ghislain Kougan, nous venons d'écouter à l'instant le président malien qui déjà est en train de se retirer par rapport aux accusations que les parties prenantes dans cette crise-là portent sur l'armée française. Quel est votre point de vue par rapport à ce sujet? Disons simplement que la diplomatie est en marche avec ce langage, ce jeu de chaises ou alors de mots. Vous voyez que l'accusation qui a été portée par le ministre des Affaires étrangères, Fabius, justement, vise à protéger les soldats français qui se déploient dans le Mali. Vous savez aussi également qu'à chaque fois, quand une crise se termine, ou alors quand il y a ce qu'on peut appeler la phase des répliques, vient maintenant la communauté internationale à travers la CPI qui brandit son veto et cherche les coupables pour justement les punir. Il est donc question, dans la démarche de Fabius, de protéger les Français et de remettre toutes les dérives qui pourraient être relevées sur le terrain sur le dos de l'armée malienne. C'est la raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères français fait état de ce que le gouvernement malien doit surveiller son armée qui, de son point de vue, perpètre des exactions sur les populations. Est-ce que finalement, ce n'est pas une injustice, cette façon de procéder, de traiter le partenaire militaire malien par la France? Justement, maintenant, est-ce que c'est une façon injuste? Vous savez, la politique, la guerre, il n'y a pas de justice dans la politique. Hein. La diplomatie, c'est une chasse, une guerre où ce sont les intérêts qui prévalent. Maintenant, on peut comprendre la démarche de Fabius, mais pas forcément l'accepter. Pourquoi? Parce que vous savez que dans le nord du Mali, précisément, ce sont les militaires français qui se battent dans les montagnes des Ifoga. Et dans ces montagnes-là, il n'y a pas les soldats maliens, puisque les soldats maliens ne sont pas suffisamment équipés pour justement batailler à ce niveau. Donc, à partir du moment où ce sont uniquement les soldats français qui bataillent dans le nord du Mali, notamment dans les montagnes, on comprend que ces soldats-là peuvent poser des actes inhumains, ou alors des actes inhumains, pardon. Maintenant, on peut donc comprendre la démarche de Fabius qui vise à protéger ces soldats-là, puisque si ces soldats commettent des actions forcément à travers Fabius, il faudrait qu'on impute ces exactions-là à l'armée malienne. Donc... D'accord. On ne finira pas avec ce sujet, notamment pour ce qui est des rebelles, pour faire une petite transition du côté du Cameroun, où des rebelles ont pris des Français en otage, et jusqu'à présent, on n'arrive pas à retrouver ces Français. Vous avez un point de vue par rapport à ces sujets? Je pense que cela traduit simplement le fait qu'aujourd'hui, le monde est galvaudé, le monde est pris en otage par ces cercles ésotériques, par ces profondeurs de la religion ou de je ne sais quoi qui mettent à mal le pays. Maintenant, le Cameroun, qui est un pays de paix, qui est un pays où il est difficile d'avoir ce genre de situation, est également confronté, qu'on peut montrer qu'aucun pays au monde n'est à l'abri des actes barbares et terroristes. Maintenant, vous avez vu la venue du ministre français des Affaires étrangères au Cameroun, une visite éclair pour justement s'enquérir de la situation maintenant. Et lorsque les rebelles, ou alors Boko Haram interpellent directement le président camerounais, c'est justement pour que des solutions soient trouvées. D'accord. Juste là, nous reviendrons tout de suite sur ce sujet. On reste en images. Nous vous proposons quelques extraits.
Le document daterait du 15 mars. Pour l'instant, il s'agit d'extraits sonores. La voix a déjà été authentifiée par la famille des otages. Mon nom est Tanguy Moulin-Fournier. Sur la bande, un homme se présente comme étant un membre de la secte islamiste Boko Haram. Un autre s'exprime ensuite en français puis en anglais. Il dit s'appeler Tanguy Moulin-Fournier. Il évoque des conditions de vie très dures, surtout pour les enfants. Il rappelle ensuite les exigences de Boko Haram. Le groupe islamiste veut la libération de ses membres emprisonnés au Nigeria. Les preneurs d'otages souhaitent montrer qu'ils détiennent toujours les otages et que ces otages sont toujours en vie. Ce message intervient approximativement au même moment que la visite du ministre des Affaires étrangères français Laurent Fabius au Nigeria, où il s'est entretenu avec le président nigérian Goodluck Jonathan. Et donc c'est peut-être un moyen pour les preneurs d'otages de faire pression en fait sur les autorités françaises et les autorités nigérianes afin que les négociations s'accélèrent. Tanguy Moulin-Fournier demande à l'ambassadeur de France de tout mettre en œuvre pour qu'une solution soit trouvée. Le message s'adresse aussi aux autorités camerounaises et plus précisément au président Paul Biya, présenté comme le seul espoir de libération de la famille. Le 25 février dernier, une première vidéo des otages avait été diffusée sur Internet. On y voyait les 7 membres de la famille Moulin-Fournier entourés de leurs ravisseurs, ces derniers disant appartenir à la secte Boko Haram. Alors, Laurent Fabius au Cameroun pour plaider la cause des otages français. Que peut faire le Cameroun, ou notamment le chef de l'État Paul Biya, dans cette prise d'otages? Je pense que le chef de l'État camerounais peut faire ce qu'il est en train de faire. Il suffit simplement, puisque les otages ont été enlevés au Cameroun, cela justement implique le Cameroun et donc un tout petit peu la responsabilité du chef de l'État camerounais. Maintenant, sur le plan de la gestion de cette crise, entre guillemets, forcément, les autorités camerounaises avec les autorités nigérianes et françaises travaillent ensemble pour trouver une solution qui permettrait de libérer les otages. Mais la posture de la France qui dit ne pas négocier, ne pas payer des rançons peut également être préjudiciable à ces otages-là. D'accord, ok. Ben, nous allons fermer boutique pour ce qui est de ce sujet. En tout cas, nous partons tout de suite pour la Syrie où la crise perdure. 2 ans après, le bilan est franchement néfaste. Regardez. Pas de dialogue avec Bachar el-Assad. Le Premier ministre intérimaire a ainsi fermé la porte à toute possibilité de pourparler avec le régime syrien. Lors de sa première conférence de presse, il a énuméré ses priorités. Notre première et principale mission est d'utiliser tous les moyens et tous les outils possibles pour faire tomber le régime d'Assad. Et nous collaborons de près avec les leaders de l'ASL et les milices. Autre priorité, l'acheminement d'aide à la population et aux combattants sur le terrain. La logistique, c'est l'une de ses spécialités. Né à Damas dans une famille kurde, Hassanito a acquis la nationalité américaine. Il vit en exil au Texas depuis près de 25 ans, d'où il coordonne l'assistance humanitaire depuis le début du conflit. Le régime d'Assad terrorise son propre peuple, tue son propre peuple, massacre son propre peuple. Les Syriens ont besoin d'aide. Le nouveau gouvernement devrait être constitué d'ici 1 mois. Hassanito s'est voulu rassurant, l'exécutif ne sera pas fondé sur des intérêts politiques. Une manière de répondre à ceux qui accusent les frères musulmans d'avoir imposé sa candidature. Voilà, juste là, nous venons d'écouter tout à l'heure on dirait le point de vue, ou du moins la déclaration du Premier ministre de l'opposition, position reconnue légalement ou mondialement. En tout cas, que revêt pour vous les déclarations de ce Premier ministre qui n'est pas encore officiellement installé? Qui n'est pas, permettez-moi d'en rire, qui n'est pas officiellement installé, mais il est installé. Vous savez, il est reconnu par la communauté internationale, elle qui fait et défait les chefs d'État et puis de gouvernement. Non, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, en Syrie, on aura 2 gouvernements, on aura 2 pouvoirs. On aura d'une part le pouvoir de Bachar el-Assad et d'une autre part le pouvoir de l'opposition, de la coalition. Et ce qui est également intéressant et confus, difficile à comprendre, c'est un peu l'imbroglio, alors le malentendu qui est survenu notamment avant la nomination de ce Premier ministre de la Transition, avec le Premier ministre qui dit, après être nommé, qu'il n'y aura pas de dialogue avec Bachar el-Assad, alors qu'auparavant, le président de la coalition nationale avait tendu la main à Bachar el-Assad. Donc finalement, on comprend la nouvelle démarche.
Mais également, enfin, M. Lali, on peut comprendre cela parce que justement, la communauté internationale veut un appui en Syrie pour justement déployer l'ensemble de ses résolutions et l'ensemble des idées qu'elle a mûries pour faire partir Bachar al-Assad. Notamment, on pense à l'idée d'alimenter l'opposition ou alors la coalition, pour ne pas dire les rebelles, en armes. Donc pour cela, il fallait justement un vivier, il fallait un repère, il fallait un gouvernement jugé légitime par la CI pour justement jouer son rôle, le rôle qu'elle estime légitime. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans cette crise, désormais, les Français et les Britanniques ont décidé d'armer, et c'est officiellement, notamment cette opposition-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de partir d'escalade en escalade ? Justement, et la preuve, c'est le scepticisme de nombre de pays européens. L'Allemagne, par exemple, n'est pas d'avis avec cette position adoptée par la Grande-Bretagne et la France. Angela Merkel se soucie justement de la façon dont on va gérer les armes. Il est difficile de contrôler les armes. Et encore que le ministre de l'opposition, le premier ministre de l'opposition a fait part de ce que l'une de ses missions premières sera justement de batailler pour que la circulation des armes ne se fasse pas de manière irrégulière. Donc vous voyez que le problème des armes est un problème qui se pose dans tous les conflits où on estime qu'il est normal, qu'il est légitime d'armer une partie prenante pour batailler contre une autre partie. Oui, mais dans cette crise-là, finalement, est-ce que ce n'est pas le peuple syrien qui est perdant ? Justement, M. Lali, il faut le relever, 2 ans après, c'est le peuple syrien qui est perdant. Vous savez, sur ce plateau même, les médias européens annonçaient que Bachar partirait à 1 an du conflit. Aujourd'hui, c'est 2 ans, Bachar est là. Mais le problème fondamental, ce que les gens doivent comprendre, c'est que si Bachar al-Assad est au pouvoir, c'est parce que la plupart de la population syrienne est avec lui. Si le peuple veut le départ de Bachar al-Assad, il partira. Vous avez vu le cas, par exemple, en Égypte. Vous avez, même si aujourd'hui, la situation n'est pas meilleure, mais quand le peuple a voulu, tous ces dirigeants sont partis. L'Égypte, la Tunisie. Alors, en Syrie aujourd'hui, si Bachar al-Assad persiste à être le président syrien, c'est parce que la plupart du peuple syrien lui accorde sa volonté. Alors, qu'est-ce qui fait courir les Occidentaux, notamment à vouloir faire partir de force un Bachar al-Assad qui refuse d'ailleurs de partir, de s'en aller? Justement, pas les Occidentaux dans leur grande majorité, mais un ensemble de pays qui se revendiquent des intérêts justement en Syrie. Et vous savez en tête les États-Unis, avec, vous voyez en ligne, l'Iran. Pourquoi? Parce que si jamais la Syrie tombe, il est aisé, il est facile pour d'autres pays d'arriver à détrôner l'Iran. Alors d'accord, justement, c'est cette parenthèse que je voulais ouvrir dans les discussions. Et tout cela se passe au moment où Barack Obama est en visite officielle, notamment en Israël. Pour revenir justement à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a une raison fondamentale à cette visite-là? Justement, la raison fondamentale, c'est quoi? C'est de discuter justement avec le pouvoir israélite et de mûrir les stratégies qui vont amener Israël à continuer de bagarrer contre la Palestine. Vous savez qu'Israël, la Palestine, ne fument pas le calumet de la paix. Donc forcément, la visite de Barack Obama en Israël est un signal contre forcément la Syrie et donc l'Iran. Bachar al-Assad pourra-t-il tenir? Je pense que jusqu'au jour où le peuple syrien continuera à accorder sa confiance à Bachar al-Assad, il tiendra. Maintenant, il faut comprendre qu'il a peur pour sa vie, mais pas pour mourir, parce que Bachar al-Assad aujourd'hui, pour manger son repas, il faut que ses cuisiniers mangent d'abord. Deuxièmement, il mange dans le même plat que ses cuisiniers. Troisièmement, il ne dort pas une nuit dans le même endroit. Ça veut dire que légitimement, normalement, il a peur. Mais il reconnaît d'après lui qu'il est dans son droit et que si le peuple syrien continue de le soutenir, pour la grande majorité, ça veut dire qu'il est dans le droit chemin. Beaucoup s'accordent pour dire qu'il pourrait finir comme Kadhafi. Et je pense que ce n'est pas le premier de ses soucis. Le problème, c'est qu'il ne veut pas, comme il a dit, être la marionnette de la communauté internationale. Donc, à ce niveau-là, quelle que soit sa mort, comment est-ce qu'il mourra? Là n'est pas la question. Aujourd'hui, vous le savez, sinon il aurait abdiqué depuis des lustres, depuis au moins 1 an et demi. Donc aujourd'hui, il sait que sa fin sera tragique, mais en même temps, il ne veut pas faciliter la situation aux autres, encore qu'il estime être avec son peuple. D'accord, ok. Nous allons finir ce magazine international par des informations assez intéressantes qui concernent notamment le Vatican, où un nouveau pape a été nommé, élu, je dirais plutôt, et c'est le pape François. François, je ne dirais pas premier, mais François. On vous propose tout de suite des images et nous reviendrons tout de suite pour discuter avec Ghislain Couga. La voiturette du pape est ouverte. L'homme n'est plus enfermé derrière une glace de protection comme ses prédécesseurs. Un symbole de plus pour le nouvel évêque de Rome, qui se veut proche des croyants. L'homme veut faire montre de compassion à l'égard des plus faibles et embrasse sur son passage
un handicapé et des enfants. Un homme comme les autres, supporter de foot, devenu supporté par son club du San Lorenzo de Almagro, qui lui a fabriqué une banderole pour l'occasion. Le pape François n'aime pas le protocole, mais cette fois-ci difficile d'y couper. Après s'être recueilli devant le tombeau de Saint-Pierre, premier évêque de Rome, il est ressorti sur le parvis pour cette première messe, où l'attendaient tous les dignitaires des autres religions et les responsables politiques du monde entier. C'est à eux que s'est adressé le pape François, en appelant d'abord à leur conscience écologique. La vocation d'être un gardien ne nous concerne pas seulement nous, les chrétiens. C'est une dimension simplement humaine. C'est le fait d'avoir du respect pour toute créature de Dieu et pour l'environnement dans lequel nous vivons. Ils étaient des centaines de milliers place Saint-Pierre, parmi eux de nombreux Argentins venus saluer leur pape, drapeau en main. Après la célébration, François a dû endosser le rôle de chef de l'État du Vatican, saluant tous les dirigeants présents, dont la présidente argentine qui lui avait demandé la veille d'arbitrer la dispute qui l'oppose à la Grande-Bretagne autour des îles Malouines, et le président zimbabwéen Robert Mugabe, pourtant théoriquement interdit de séjour sur le territoire européen depuis plus de 10 ans. Alors, de Benoît à François, il n'y a qu'un pas que le monde a franchi, notamment pour ce qui est de la papauté. Quelle est la différence entre le pape qui est parti, Benoît notamment, et ce nouveau François? Bien évidemment, avant de répondre à cette préoccupation, la dernière fois, on demandait la différence entre le pape Jean-Paul II et Benoît XVI. Maintenant, c'est la différence entre Benoît XVI et François. Simplement, c'est que le pape François est beaucoup plus ouvert, il est beaucoup plus jovial, il est beaucoup plus convivial également, il est beaucoup plus, disons qu'il respire la joie de vivre, il est beaucoup plus ouvert, comme je l'ai dit, alors que Benoît XVI était beaucoup plus réservé, il était beaucoup plus... voilà, il n'était pas quelqu'un qui parlait longuement, qui avait des phrases légères, il était beaucoup plus pointu, il était davantage dans le carillon, dans le prototype du pape qui pense qu'il est bien de prier Dieu, d'être toujours sérieux. Vous voyez pourquoi l'Église puisse emprunter ce chemin-là. D'accord. Vu d'Afrique, on aurait forcément estimé qu'un Africain succède à Benoît, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Est-ce que l'élection d'un noir pape vous aurait, vous, inspiré positivement? Personnellement, je ne suis pas partisan de cette sorte de lecture. Pourquoi à chaque fois qu'il y a quelque chose au monde entier qui amène à une élection, les Noirs estiment qu'il faudrait qu'il y ait un Noir? Vous voyez, l'histoire nous parle. Hein. Barack Obama, quand il a été élu président des États-Unis, on a dit, voilà un Noir, maintenant on verra. Fatou Bensouda, les Noirs, les présidents de la CPI, ça n'a rien changé du tout. L'ONU, qui est la plus grosse organisation mondiale, a eu un Noir, Kofi Annan, qui a été secrétaire général, qui a été prix Nobel de la paix, a été secrétaire général de l'ONU, qui est la plus grosse organisation mondiale. Ça n'a rien changé. Pourquoi aujourd'hui toujours s'entêter à vouloir dire est-ce qu'un Noir pourrait? Non, je pense que c'est un faux débat. Et pourquoi pas un Noir, mais ça ne devrait pas être une obsession, c'est-à-dire qu'une évolution. Les Noirs n'ont pas besoin d'être au perchoir pour montrer qu'ils sont capables. D'accord, ok. Une question, quel est votre avis par rapport à la papauté? Vous pensez quoi? C'est une institution de domination, un peu comme les Nations Unies, ou juste un club Je ne m'hasarderai pas à qualifier la papauté de club, mais disons que c'est une institution religieuse qui vise justement à faire passer le message de Dieu. La papauté n'est pas différente de l'islam, de l'ensemble des croyances, à travers le message. Maintenant, c'est vrai qu'à travers la symbolique, on estime que la papauté a un peu plus le dessus sur les autres obédiences religieuses au monde entier, vu un peu le statut qu'a le pape. Vous savez, le pape est le chef de l'État du Vatican. Oui, le Vatican qui est un État dans un État. Je comprends bien, mais est-ce que la papauté, finalement, ce n'est pas une institution de domination? C'est la question plutôt que je voulais vous poser. J'attendais une réponse concrète. Vous savez, toute institution a tendance à dominer. Maintenant, il faut relativiser la domination. Et je dirais maintenant, pour répondre à votre question, M. Lali, directement, qu'à travers ce que pose le nouveau pape François comme geste, on estime que la papauté doit être maintenant vue différemment. Quand il dit être le pape des plus petits, le pape des prisonniers, le pape des plus faibles, quand il roule dans cette voiture sans vitre de protection, c'est pour montrer que la papauté, à cette symbolique-là, doit
Et là, je vous rejoins, changer peut-être de façon de faire à travers les dérives que l'Église catholique a connues aujourd'hui. Le pape prône une autre façon de travailler pour justement rendre audible le message du Christ. Merci beaucoup. Est-ce que vous croyez à un pape noir demain dans les 15 ans ou 50 ans à venir? Est-ce que je crois à un pape noir? Je pense que ce n'est pas ma préoccupation. Je pense plutôt que le monde gagnerait à ce que tout le monde travaille dans le même sens pour que les gens puissent vivre décemment. D'accord. La couleur n'est pas importante. D'accord. C'est avec ce message d'espoir que nous allons boucler cette émission, réalisée par Jean-Jacques Willy Bébé et Yannick Dibong et Cyril Dogmo. Nous vous disons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition d'International. Salut à tous.